Et ben en fait, j'aurais pas cru, mais j'ai quand même lu pas mal. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite update lecture parce que j'ai l'impression que ça fait super longtemps que je vous ai pas fait une petite review de mes dernières lectures. Donc et ben c'est parti. Bon alors avant toute chose, sachez que je vais revenir sur des lectures que j'ai faites durant le confinement. Donc je vous en ai un peu parlé dans les vlogs, mais je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment fait de review de ces livres là. Donc voilà, on va refaire un petit tour d'horizon. Promis, je vais essayer de pas être trop long. Et on commence tout de suite avec ma première grosse lecture qui a commencé au tout début du confinement et que j'ai mis un petit peu de temps à lire. Il s'agit de L'Empire Ultime, le premier tome de Fils des Brumes, écrit par Brandon Sanderson. Alors comme je vous le disais, je vais pas m'attarder trop longtemps parce que je vous en ai déjà pas mal parlé en vlog, mais pour ceux qui ne l'auraient pas forcément vu, ça me tenait un peu à cœur de vous faire une petite review de ce livre. Fils des Brumes, c'est une des premières sagas de Brandon Sanderson, donc voilà, j'avais très envie de la lire parce que j'en ai toujours entendu énormément parler et en bien. Donc je me suis dit qu'il était temps, et en plus avec des amis proches, on voulait faire une lecture commune pendant le confinement et c'est le seul livre qu'on avait tous en commun. Alors dans l'Empire Ultime, on va suivre les aventures de Vin. Vin, c'est un peu une fille des rues, on va dire, donc voilà, qui a grandi dans les rues, qui a dérobé des poches pour survivre. Et voilà, donc c'est une fille extrêmement pauvre qui vit dans la ville de Luthadel. Luthadel, c'est la capitale de l'Empire Ultime. Donc un empire qui est dirigé par le Seigneur Maître. Le Seigneur Maître qui est comme un dieu, ouais, c'est limite, parce qu'au final c'est le dieu d'une religion qu'il a créée lui-même en fait, et donc voilà, c'est l'être divin le plus puissant du royaume, et qui exerce son pouvoir d'une main de fer. Et dans ce royaume, les gens sont divisés en deux catégories. Il y a les nobles et les esclaves. Il n'y a pas trop d'entre-deux. Les esclaves sont des Ska, donc voilà, c'est des êtres, ce sont des humains en fait, mais vu qu'ils sont esclaves, on les appelle les Ska. Et les nobles, ben voilà, sont les nobles, font partie de la haute société. Ils sont très largement minoritaires, hein, comme c'est bien souvent le cas. Et la particularité qui distingue souvent les nobles des Ska, c'est que une certaine partie des nobles peuvent utiliser ce qu'on appelle l'allomancie. L'allomancie, c'est un système de magie qui permet aux nobles d'ingérer des métaux, et ces métaux leur confèrent des pouvoirs selon le type de métal qui est consommé. Par exemple, consommer du potin vous rendra beaucoup plus fort. Consommer du fer, j'ai un doute, je ne sais plus si c'est le fer. Attendez, je vérifie. Ouh là là, eh ben c'est cool, ça veut dire que ma lecture a été super sérieuse. Ouais, voilà, c'est ça. Le fer, ça permet d'exercer une traction sur un métal. Donc par exemple, de l'attirer vers soi. Et au contraire, l'acier permet de pousser sur les métaux. Ce qui peut être super pratique parce que s'il y a des métaux au sol et que je me mets au-dessus et que je pousse sur eux, bah au final, je m'envole. Donc voilà, je vous laisse imaginer toutes les possibilités qu'il y a. C'est un système de magie qui est super bien créé et j'ai vraiment adoré ce point-là du roman. Et comme je vous le disais, donc il y a les Ska, donc qui sont les esclaves, et les nobles qui pour certains sont allomanciens. Et il y a une autre catégorie de personnes qui est extrêmement rare et extrêmement puissante, ce sont les Fils des Brumes. Les Fils des Brumes, ils ont la capacité d'ingérer tous les métaux et donc ils peuvent avoir tous les types de pouvoirs qui sont liés à ces métaux. Les Fils des Brumes sont extrêmement rares et bien souvent ils sont utilisés en politique pour commettre des assassinats, pour faire pression sur d'autres familles puissantes, bref, vous imaginez bien le tableau. Et un jour, Vin va se retrouver un peu emmêlé dans une intrigue de Ska qui sont allomanciens et qui veulent renverser un peu l'Empire Ultime et donc s'emparer de la ville de Luthadel pour renverser le pouvoir du Seigneur Emmett qui est absolument despotique. Et Vin va se retrouver un peu malgré elle dans leur bande, voilà, et on va très vite découvrir que Vin est une fille des brumes, donc elle a la capacité d'utiliser tous les métaux et donc de posséder tous les pouvoirs liés à l'allomancie. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire au niveau de l'histoire de ce tome, parce que bah, déjà j'ai envie que vous puissiez découvrir par vous-même les autres ressorts de l'intrigue. Sachez juste que le monde que Sanderson a créé est, comme d'habitude je pense, hyper riche, hyper complet, hyper bien mis en place. J'ai vraiment pris énormément de plaisir en lisant ce tome 1 et je viens tout juste de commencer le tome 2. Et voilà, ça n'annonce que du bon pour cette trilogie. En fait, c'est une saga qui est composée de 2 trilogies, mais les 2 trilogies sont séparées par plus de 150 ans, je crois, si ce n'est plus. Donc on peut vraiment les voir comme 2 trilogies bien distinctes. On m'a souvent dit que la première trilogie est vraiment très épique et
qu'elle prend aux tripes et que vraiment elle est hyper touchante, hyper poignante, là où la seconde trilogie est un peu plus légère, parfois humoristique et beaucoup plus tournée vers l'action. Donc pour l'instant, j'ai pas encore prévu de lire la deuxième trilogie, je vais déjà me contenter de la première, mais voilà, en un seul tome, Sanderson a réussi à mettre toutes les pièces sur l'échiquier, à me donner envie de lire la suite, et vraiment, c'était une super lecture. Par contre, je vois énormément de gens dire que Fils des Brumes, c'est leur œuvre préférée de Sanderson et que c'est incroyable. Alors bon, c'est difficile de juger en n'ayant lu que le premier tome. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai trouvé ça pas aussi bon que les Archives de Rochard. Ou plutôt, j'ai trouvé que les Archives de Rochard étaient encore meilleures. Parce que comme je vous l'ai dit, Fils des Brumes, c'est une des premières sagas de Sanderson. Là où Rochard, c'est sa dernière saga, c'est sa saga en cours. Et on sent qu'entre les deux, il a vraiment mûri, qu'il a pris en XP et que... ben voilà, il sait encore mieux écrire. Je trouve que dans Rochard, les personnages sont encore plus approfondis, leur psychologie est encore plus, plus approfondie, c'est plus intense, l'univers de Rochard est encore plus riche. Donc voilà, j'aime pas trop comparer, mais on sent que entre cette œuvre-là, qui est déjà vraiment géniale, et Rochard, on sent quand même qu'il a fait un putain de step-up et qu'il est de mieux en mieux en fait. Donc voilà, faut pas du tout le voir comme une critique à Fils des Brumes parce que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais si vous ne l'avez pas encore lu, mais lancez-vous dans Rochard parce que pour moi, c'est la quintessence de la fantasy et voilà. Bon, sur ce, on passe à une deuxième lecture que j'ai faite juste après l'Empire Ultime et on reste dans du Sanderson parce que justement, je vais vous en parler, j'ai lu le premier tome du Livre des Radieux, donc qui correspond à la première partie du deuxième tome des Archives de Rochard. Là-dessus, je vais pas pouvoir vous dire énormément de choses parce que ça serait totalement vous spoiler les deux premières parties, qui sont La Voix des Rois, partie 1 et 2. Mais sachez juste que le Livre des Radieux frappe extrêmement fort. J'ai seulement lu donc cette première partie, mais j'ai déjà trouvé que c'était absolument incroyable. L'histoire est de plus en plus intense, haletante, les personnages sont de plus en plus complexes. L'univers, on commence à apprendre de plus en plus de choses et je trouve que le rythme des révélations, il est vraiment parfait parce qu'il nous donne des révélations au compte-gouttes et en même temps, il nous en donne assez souvent pour qu'on reste plongé dans l'intrigue et qu'on reste scotché à notre livre. Et voilà, vraiment, j'avais adoré La Voix des Rois, partie 1. J'avais encore plus aimé La Voix des Rois, partie 2. Et je ne pensais pas encore plus aimer cette première partie du Livre des Radieux. Mais voilà, c'était absolument extraordinaire. Je reste sur mes positions, mais pour l'instant, c'est certainement la meilleure saga de fantasy que je n'ai jamais lue. Et je me suis déjà offert la partie 2 du Livre des Radieux, donc croyez-moi que je meurs d'envie de me plonger dedans et je pense que je vais faire ça assez vite. Je pense que ce sera prévu pour cet été. Bon, je suis désolé, niveau lumière, c'est pas ouf, mais en même temps, je me mets à filmer le seul jour de la semaine où il pleut, où il fait gris. Bref, c'est une catastrophe. J'ai mis une petite lampe là sur le côté, voilà, j'espère que ça rattrape bien le truc et que ça illumine assez bien mon visage. Bon, et après avoir lu le Livre des Radieux, je me suis lancé dans une autre saga qui me fait de l'œil depuis extrêmement longtemps et que je m'étais procuré pendant les soldes, je crois, les derniers soldes d'hiver. Et donc, je me suis lancé dans le premier tome des Princes d'Ambre. Alors, ne vous fiez pas à la taille du livre parce que je n'ai absolument pas lu tout ça. En fait, dans cet ouvrage-là, donc c'est le cycle 1 des Princes d'Ambre. Et le cycle 1 est composé de 5 tomes, qui sont les 9 Princes d'Ambre, les Fusils d'Avalon, le Signe de la Licorne, la Main d'Oberon et les Cours du Chaos. Donc voilà, donc là c'est un peu comme une intégrale. Et moi j'ai seulement lu le premier tome, qui est donc les 9 Princes d'Ambre. Ça fait genre pas grand-chose, ça fait 180 pages, j'ai à peine lu ça de l'ouvrage total. Mais écoutez... c'est déjà ça. Alors cette lecture, je l'ai faite en lecture commune avec Qui a tout lu. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne, elle est super sympa. Et au niveau de l'histoire, alors vous avez déjà certainement dû entendre parler de cette saga, parce que c'est une saga de fantasy / SF, enfin... c'est assez flou, mais voilà, c'est quand même super connu et ça a été une agréable surprise, même si je pense que la suite sera encore mieux. Pour vous faire un petit topo de l'histoire, au début du livre, on va suivre un homme qui est amnésique, qui va se réveiller dans un hôpital et qui va réussir à s'en échapper parce qu'on n'a pas trop envie qu'il s'en aille en fait. Et en enquêtant, il va retrouver la trace de ce qui semble être sa sœur, il va aller la voir dans un manoir, il sera pas très bien accueilli. Et au fur et à mesure, la mémoire va lui revenir. Je ne vous dis pas comment, je ne vous dis pas pourquoi, mais on va vite apprendre qu'il est un des 9 princes d'Ambre. Alors ne vous inquiétez pas, no spoil, c'est écrit derrière.
Il va donc se souvenir qu'il s'appelle Corwin, qu'il est l'un des 9 princes d'Ambre et que son père, le roi Oberon, je crois, mais je suis pas sûr, est mort. Et donc il a laissé le pays d'Ambre un peu en stand-by et tous les héritiers sont en train de se battre pour le trône. Donc on devine assez bien que s'il se réveille dans un hôpital, c'est qu'il s'est fait un peu kick-out par un de ses frères. Et donc voilà, il va essayer de prendre son courage à deux mains, d'essayer de retrouver tous ses souvenirs et il va lui aussi repartir à la conquête d'Ambre. D'ailleurs, je vous parle d'Ambre et en même temps, je vous parle d'hôpital, ça doit vous sembler hyper flou. En fait, c'est parce que dans Les Princes d'Ambre, notre monde est en fait un des reflets d'Ambre. Faut voir un peu Ambre comme je sais pas, comme une planète, comme un noyau. Et imaginez une grande lumière sur Ambre et plein d'ombres qui se font. Et bah voilà, moi c'est un peu comme ça que j'ai imaginé le truc. Et bien nous, notre monde en fait, ce n'est qu'une des ombres d'Ambre. Et donc voilà, Corwin il va essayer de sortir un peu de cette ombre et de rejoindre son pays d'origine. Qui est au final le monde d'origine de tout ce qui existe. Ouh là là, j'ai l'impression que je suis en train de vous perdre, ça doit vous sembler super flou. Enfin bref, Corwin va essayer de rejoindre Ambre et de récupérer son trône. Voilà, je peux pas vous en dire plus parce que ça serait vraiment super dommage de vous spoiler le livre. Sachez juste que, quand bien même j'ai beaucoup aimé ma lecture, j'ai trouvé qu'il y avait un petit problème de rythme. Parfois c'était un peu long, parfois c'était un peu chiant, et parfois c'était super épique et je pouvais pas m'arrêter de le lire. Donc voilà, on va dire un rythme un peu en dents de scie. Mais par contre, vu la fin de ce premier tome, eh bien j'ai l'impression que la suite va être absolument dingue. Donc j'ai vraiment ressenti ce tome comme étant une grosse intro en fait à l'univers des Princes d'Ambre. Donc c'est pour ça que j'en suis ressorti mitigé et en même temps conquis et je suis persuadé que la suite va être vraiment géniale. Je pense que le tome 1 c'est vraiment un tome qu'il faut un peu se farcir pour profiter pleinement de la suite. D'ailleurs, au niveau des qualités du livre, j'ai adoré l'écriture de Roger Zelazny. J'ai trouvé que c'était vraiment super bien écrit. C'est parfois très comique et très décalé et à d'autres moments assez tragique et assez sombre. Ça nous donne un mélange assez étrange et je pense que si vous ne connaissez pas la saga et que vous vous lancez dedans, vous risquez d'être assez perturbé par justement cette narration. On sait jamais sur quel pied danser, on sait pas si les personnages sont en train de déconner, s'ils sont sérieux. Corwin, il a toujours le mot pour rire et en même temps, tu te dis « Non mais gars, réveille-toi parce que là, en vrai, c'est la merde ». Donc voilà, ça nous donne une écriture assez étrange et en même temps, j'ai trouvé ça super agréable à lire. C'est super fluide et voilà. Bref, j'ai vraiment bien aimé cette lecture et j'ai surtout hâte de lire la suite. En vrai, c'est drôle, j'ai l'impression de vous avoir fait le truc en mode « Je peux pas vous résumer, mais lisez-le, c'est pas mal ». C'est un peu ça. Bon, et puis après avoir terminé Les 9 Princes d'Ambre, j'ai reçu un livre en service presse que j'ai commencé assez rapidement, mais j'ai été très long à le lire parce que ma productivité livresque a été absolument ruinée par un petit truc, un petit jeu qui est sorti sur PS4 et dans lequel je me suis investi corps et âme. Il s'agit donc de The Last of Us Partie 2. On n'est pas là pour parler de jeux vidéo, hein, mais sachez que je suis absolument à fond dans ce jeu. Je ne l'ai pas encore terminé à l'heure où je tourne cette vidéo, mais je pense que je m'approche doucement de la fin. Mais si vous avez joué au premier jeu et que vous avez aimé, lancez-vous dans la suite. Lancez-vous dans la suite, vous ne serez pas déçus. C'est incroyable, c'est palpitant, c'est tragique, ça vous fait passer par toutes les émotions possibles. Bref, j'ai beaucoup de mal à me détacher de ce jeu. Et c'est pour ça que ces derniers temps, j'ai un peu moins lu. Néanmoins, il faut absolument que je vous parle de ma dernière lecture romanesque en date, qui était vraiment très bonne. C'est une superbe surprise. Et d'ailleurs, c'est une lecture que j'ai trouvée qui faisait assez bien écho à The Last of Us 2. Il s'agit du livre de M de Pen Shepherd, édité aux éditions Albin Michel Imaginaire. Alors, je l'ai reçu en service presse. D'ailleurs, je remercie encore chaleureusement les éditions Albin Michel Imaginaire pour la confiance qu'ils m'accordent à chaque nouvelle parution. C'est une lecture que j'ai faite en lecture commune d'ailleurs avec Pepper Palace, donc j'imagine qu'elle vous en parlera aussi très bientôt sur sa chaîne. Enfin j'espère. D'ailleurs c'est un peu genre un warning, c'est un appel à la vidéo. Pepper s'il te plaît sors une vidéo bientôt, moi je suis en manque en fait. Alors, le livre de M donc, c'est un livre dystopique / post-apocalyptique. En fait, un jour, en Inde, un homme perd son ombre. Donc voilà, du jour au lendemain, voilà, son ombre s'en va. On a beau lui foutre des spots, il n'y a pas d'ombre derrière, vraiment, elle est partie. Et il s'avère que petit à petit, cet homme commence à perdre tous ses souvenirs. Il perd la mémoire, il sombre dans l'oubli.
L'oubli avec un O majuscule parce que c'est un peu le nom qu'on va donner à cette maladie. Sauf que justement, cette maladie va commencer à s'étendre dans le monde entier et les gens vont tous commencer un à un à perdre leur ombre et donc à perdre la mémoire et à sombrer dans l'oubli. Au bout de quelques années, eh bien, le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui ne sera plus que l'ombre de lui-même. Notez le petit jeu de mots. Et ça va devenir un monde très dangereux où les indemnes, donc les gens qui ont encore leur ombre, vivent dans la peur des sans-ombres parce que les sans-ombres, à cause de leurs souvenirs effacés, ils sont bien souvent imprévisibles, parfois violents. Donc voilà, les gens en ont peur et d'autant plus que en perdant leur ombre et en perdant la mémoire, les sans-ombres développent des capacités assez étranges, un peu magiques, dont je ne peux pas trop vous parler au risque de vous dévoiler une des clés de l'intrigue. Sachez juste que ce qu'ils oublient prend forme. Donc on va dire que si demain j'oublie que les chevaux ne savent pas voler, eh bien les chevaux, dans un certain périmètre autour de moi, vont commencer à pouvoir s'envoler librement. Vous voyez un peu le délire? C'est vraiment une magie qui est basée sur l'oubli. C'est au départ très bizarre et on a du mal à comprendre comment ça fonctionne. Et au fur et à mesure de l'intrigue, on commence à comprendre un petit peu comment ça marche. Bref, j'en reviens à l'histoire principale. On va suivre dans le livre de M, principalement deux personnages qui sont Max et Ori. Ils sont donc mari et femme. Au moment du début de l'épidémie, ils étaient à un mariage dans un genre d'hôtel / salle des fêtes. Et en fait, ils y sont restés. Donc ça fait plusieurs années qu'ils vivent dans cette salle des fêtes, qu'ils ont un peu barricadé leur abri et qu'ils survivent tant bien que mal. Jusqu'au jour où Max, donc la femme d'Ori, va perdre à son tour son ombre. Elle va s'en aller et Ori va partir à sa recherche. Donc voilà, on va suivre la quête d'un mari pour retrouver sa femme en perdition. C'est hyper poignant, c'est hyper touchant. C'est vraiment plein de nostalgie et en même temps de drame. Moi, c'est une lecture qui m'a beaucoup impacté. Et au fur et à mesure des chapitres, on sent vraiment que l'espoir a totalement disparu de ce monde, que tout semble froid, violent, sans espoir, triste. Les gens sombrent tous un à un dans le désespoir et la solitude. Bref, c'est vraiment pas très gai. Aussi, en parallèle à l'histoire de Max et Ori, on va suivre d'autres personnages. On va suivre par exemple le personnage de Naz. Naz qui est une immigrée qui est venue aux États-Unis pour pratiquer son sport favori en tant que compétitrice. Je ne sais plus de quel pays elle vient. C'est pas le Liban ou la Turquie, mais voilà, c'est un pays un peu dans ce coin-là. Donc on va suivre Naz aussi qui essaye de survivre tant bien que mal dans cette Amérique dévastée. Et on va suivre aussi un autre personnage très mystérieux qui va nous en apprendre un peu plus sur les origines même de cette épidémie d'oubli. Et voilà, j'ai vraiment pas envie de vous en dire plus sur l'histoire parce que c'est vraiment une histoire qui se découvre, c'est une histoire qui se vit. Mais sachez juste que c'est vraiment magnifique. Moi, ça m'a énormément touché. J'ai juste eu un petit creux de lecture en plein milieu du livre. Je pense que ça correspond aussi avec le moment où je me suis investi énormément dans The Last of Us. Mais voilà, une fois que j'ai eu terminé la dernière page, je me suis dit « Waouh, quelle claque !» Et croyez-moi, si vous vous lancez dedans, vous n'en ressortirez pas indemne parce que la fin m'a... Je vais pas dire qu'elle m'a dévasté, mais... Voilà, c'était pas facile à lire, ça m'a énormément touché, j'ai dû prendre un peu de temps pour reposer un petit peu ce que j'avais lu, pour me reposer sur moi-même. Ça met plein de questions, ça met plein d'enjeux un peu à plat et on prend du recul sur plein de notions, des notions dont j'aimerais vraiment vous parler en vidéo, mais je veux pas vous spoiler sur le bouquin. Mais voilà, je pense que le livre vous donnera matière à réfléchir, à prendre un peu de recul et à vous interroger sur certaines choses un peu de la vie et de la mémoire. Mais voilà, une très 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 belle lecture, presque un coup de cœur, hein, et je vous recommande chaudement de vous lancer dans ce voyage où vous allez traverser une bonne partie des États-Unis et croyez-moi, vous n'en ressortirez pas indemne. Oh là là, je vous ai fait un teasing de ouf là, si vous vous lancez pas dedans, moi je vous comprends pas. Et entre tous ces gros pavés, je me suis aussi lancé dans la lecture de certains graphiques et j'avais envie de vous en parler un petit peu. Le premier, c'est un manga, il s'agit de Aria The Masterpiece. Donc j'ai lu les tomes 1 et 2, c'est écrit par Kozue Amano et c'est édité aux éditions Ki-Un. Et vraiment,
quelle belle découverte. J'ai adoré Aria. Donc là, ce sont des formats un peu intégral. Hein. Il me semble qu'on a 2 tomes par livre. Et en tout, il me semble qu'il y aura 7 ou 9 tomes. Il me semble que c'est 7, mais j'en suis pas sûr, à vérifier. Ce manga, d'ailleurs, je l'ai découvert grâce à Lemon June. C'est un de ses mangas préférés. Elle en parlait très très souvent sur sa chaîne et elle en parle aussi assez souvent sur Instagram. Elle m'a toujours donné envie de me plonger un peu dans cet univers, sauf que c'était assez compliqué de trouver les mangas papier. Et donc voilà, Ki-hoon les a ressortis en papier dans une nouvelle édition qui est vraiment super jolie. D'ailleurs, c'est hyper bien relié, il y a une petite feuille de calque au début de chaque tome, c'est hyper joli. Bref, voilà, je ne peux que saluer le travail de Ki-hoon sur cette édition. Au niveau de l'histoire, on va suivre les aventures de Akari. Akari, c'est une jeune fille qui vient de chez nous, hein, de la planète Terre, qui vient du Japon d'ailleurs, et elle part vivre sur la planète Aqua. En fait, la planète Aqua, c'est la planète Mars qui a été terraformée et donc maintenant elle est remplie d'eau. Non, elle n'est pas remplie d'eau, il y a plein d'eau à la surface de Mars, quoi, donc c'est pour ça qu'elle s'appelle Aqua. Et donc Akari va aller dans la ville de Néo-Venise, qui est, voilà, comme son nom l'indique, une nouvelle version de la Venise de chez nous. D'ailleurs, la ville est hyper bien retranscrite. On reconnaît la place Saint-Marc, par exemple, si vous y êtes déjà allé. Donc j'ai trouvé ça hyper sympa de retrouver un Venise quasi réel, un petit peu dans ce manga. Et donc si Akari part vivre sur Aqua et donc dans la ville de Néo-Venise, c'est pour devenir ondine. Une ondine, c'est un genre de gondolière des temps modernes. Donc voilà, son rôle, c'est de prendre des gens dans sa gondole et de les déposer d'un point A à un point B parce que, un petit peu comme à Venise, il n'y a pas vraiment de route praticable par des voitures. Et donc tout se fait sur des gondoles. Et c'est à peu près tout en fait pour l'histoire de Aria parce que voilà, c'est un manga de style tranche de vie. Il n'y a pas vraiment d'histoire, il n'y a pas vraiment d'enjeu important, il n'y a pas de grands méchants. On va vraiment juste suivre la vie assez simple et en même temps merveilleuse de Akari parce que sur la planète Aqua, elle redécouvre un petit peu la vie parce que tout est très 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 différent de sa vie sur Terre. Et voilà, j'ai trouvé ça hyper prenant, hyper poétique, hyper feel good. J'ai vraiment pris énormément de plaisir à me plonger un peu dans l'univers que Kozue Amano a créé avec Aria. Et voilà, c'est hyper plaisant à lire. Si vous avez envie de vous lancer dans une lecture un peu doudou, comme on dit, qui va pas vous prendre la tête, qui va être super agréable, super bienveillante, pleine de belles promesses, je vous conseille vraiment de vous lancer dans Aria. Ça nous change un peu de tous ces scénarios catastrophes, de fin du monde ou de quête pour sauver l'humanité. Là vraiment, il n'y a aucune de ces notions et c'est juste suivre la vie assez simple et merveilleuse en même temps d'une jeune fille qui part réaliser son rêve. Et voilà, je trouve ça super poétique, parfois super touchant et parfois super drôle. Je prends vraiment mon pied à lire cette saga et j'ai vraiment trop hâte d'aller m'offrir le tome 3. Et on va terminer cette update lecture avec ma dernière lecture en date que j'ai faite hier ou avant-hier soir et qui est un petit peu moins légère, je vous l'avoue. C'est toujours une lecture graphique. J'ai lu C'est comme ça que je disparais de Myrion Mal et édité chez La Ville Brûle. Et j'ai absolument adoré cette lecture. C'était magnifique, très touchant et en même temps, parfois pas facile. En fait, dans C'est comme ça que je disparais, on va suivre un personnage qui s'appelle Clara, je crois. J'ai un doute maintenant. Il me semble que c'est ça. On va suivre Clara qui malheureusement est dépressive. Et donc on va suivre son quotidien. Pas facile de jeunes filles, de jeunes femmes dépressives. On va suivre aussi le harcèlement moral dont elle est sujette sur son lieu de travail. Et voilà, on va la suivre essayer de gérer ses problèmes anxieux, ses problèmes de dépression, tant bien que mal. Et on va se rendre compte que c'est pas quelque chose dont on peut sortir tout seul et donc voilà, elle va avoir besoin d'aide. Et voilà. C'est à peu près tout pour l'histoire, hein. C'est vraiment une plongée dans la tête d'une dépressive. C'est pas simple à lire parce que c'est hyper touchant et parfois on se retrouve un peu dans le personnage parce que voilà, je pense qu'on a peut-être tous eu des épisodes un peu dépressifs dans notre vie, mais en même temps là on se rend compte que c'est une véritable maladie,
dont on ne peut pas se sortir tout seul, et une maladie qui fait qu'on a besoin d'être entouré, que ce soit de ses amis ou de professionnels de santé. Et voilà, c'est hyper prenant, c'est hyper touchant, je trouve que c'est une BD importante. Et je vous conseille vraiment à tous de la lire, même si peut-être que le sujet au départ ne vous plaît pas et vous vous dites « Ah ouais, j'ai pas envie de lire quelque chose sur la dépression ». Mais vraiment, je ne peux que vous conseiller de vous y plonger parce que c'est très très beau, c'est très bien écrit. Je suis absolument fan du dessin de Myrion Mal d'ailleurs. Donc voilà, une très belle BD, un très gros coup de cœur. Je vous conseille vraiment de vous lancer. Et voilà, je pense que vous n'en ressortirez pas non plus indemne parce que c'est hyper touchant. Ah bah super, je finis cette vidéo sur une notion un peu triste, mais bon, c'est un sujet important je trouve. Bon et puis voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour cette update lecture. J'ai l'impression que ça a été un petit peu long, j'espère que ça va aller au montage et j'espère que vous ne vous êtes pas trop ennuyés. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, quel livre vous avez lu dernièrement. Je trouve d'ailleurs, mine de rien, que j'ai fait que des lectures de qualité en fait. Genre, dans tout ce que je vous ai montré, il n'y a absolument rien qui m'a déçu. Donc, tant mieux. Bref, là-dessus, moi je vous laisse. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous et je vous souhaite de très belles lectures. Ciao.